Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors, pour commencer, ne vous inquiétez pas, la vidéo sur l'Union Européenne, je pense pouvoir la faire d'ici la fin de la semaine. J'ai réussi à synthétiser un petit peu l'ensemble et l'essentiel des informations à savoir. Mais aujourd'hui, on va faire un petit rapido sur l'information, sur l'actualité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire actuellement. Alors, d'abord, on va aborder ce qui se passe aux États-Unis. Nouvelle bataille dans cette période, dans cette nouvelle ligne droite de l'élection qui va avoir lieu le 3 novembre. Pour votre information, sachez qu'il y a déjà des comtés, il y a certains États qui commencent déjà à voter, puisqu'on ne fait pas voter les Américains tous en même temps le 3 novembre, sinon il faudrait 3 mois pour faire les dépouillages. Donc vous avez déjà aujourd'hui des Américains qui sont en train déjà de commencer à voter pour l'élection présidentielle. Non, le nouveau débat qui fait rage actuellement aux États-Unis, c'est qui va prendre le poste vacant de la Cour suprême. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que la Cour suprême? La Cour suprême, c'est la plus haute autorité qui existe dans le système institutionnel et législatif américain. C'est à la fois, on va dire, l'équivalent un petit peu d'un conseil d'État et d'une haute autorité de justice. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un certain nombre de lois, un certain nombre de décrets, que ce soit à l'échelle fédérale, que ce soit au niveau de l'administration, c'est-à-dire donc du pouvoir exécutif, ou du pouvoir législatif, ou voire même du pouvoir législatif au sein des États, ou d'un État, eh bien, pour statuer, c'est le recours à la Cour suprême. Pour vous donner un exemple, souvenez-vous, Obama était confronté à un problème pour faire voter sa fameuse loi sur la reconnaissance à l'échelle fédérale du mariage homosexuel. Évidemment, les conservateurs étaient contre, les ultra-conservateurs étaient encore plus contre. Donc, pour réussir peut-être à faire passer cette loi, eh bien, tout simplement, le pouvoir exécutif a fait appel à la Cour suprême pour statuer si, oui ou non, la loi peut être promulguée à l'échelle fédérale. Et la Cour suprême des États-Unis, eh bien, a décidé, oui, le mariage homosexuel est reconnu à l'échelle fédérale. Alors attention, en effet, si c'est considéré aujourd'hui comme un des succès de la politique Obama, il faut voir aussi les choses dans la réalité. La réalité, c'est que si la Cour suprême décrète la validité d'une loi, ça ne veut pas dire que tous les États sont obligés de l'appliquer. Hein. Ça revient à ce que j'expliquais déjà à plusieurs reprises, c'est que les 50 États n'ont pas l'obligation d'abroger, de certifier ou d'appliquer une loi par rapport à leur propre politique, à leur propre conviction. Par exemple, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, eh bien, n'appliquent pas le mariage homosexuel. Mais cette loi à l'échelle fédérale permet à des États de plus facilement, c'est-à-dire par des ordres exécutifs qui sont promulgués par des gouverneurs, de pouvoir légaliser le mariage homosexuel sans devoir être obligé de passer par tout le processus parlementaire, etc. Exactement comme le président des États-Unis peut faire. Hein, vous avez peut-être entendu parler de ce fameux ordre exécutif. Eh bien, l'ordre exécutif, c'est un moyen pour un président, tout simplement, de promulguer et de faire appliquer une loi sans être obligé de passer par le Parlement. Hein, contrairement en France, en règle générale, le gouvernement propose une loi, des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale proposent des lois et le Parlement fait son travail pour dire oui ou non à la promulgation de cette loi au journal officiel. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Le président a ce pouvoir. Alors, évidemment, s'il décide, et ça, là-dessus, on a pu le voir pendant 4 ans, parce qu'il faut savoir que Donald Trump s'est énormément servi de cette procédure d'ordre exécutif. Il faut savoir que ce qui est quand même assez marrant, c'est que l'ordre exécutif n'a pas un cadre légal très précis. C'est-à-dire que on ne va pas dire que c'est un phénomène de mœurs, mais c'est une pratique qui n'a pas un cadre très précis. Néanmoins, si un président décide d'utiliser ou de faire passer un ordre exécutif, mais qu'il y a une contestation de la part de l'opposition, voire une contestation de la part du Parlement, eh bien le Parlement peut très bien faire un recours, c'est-à-dire une sorte de droit de veto sur cet ordre exécutif, mais en règle générale, ce genre de procédure peut être assez longue et voire finir
à la fameuse Cour suprême pour que la Cour suprême statue sur la validité ou non, ou sur l'exécution ou non d'un ordre exécutif. Donc voilà un petit peu le pouvoir de la Cour suprême. La Cour suprême, c'est vraiment le dernier recours qui peut traiter de différentes affaires. Alors aussi bien des affaires de l'ordre sur le plan fédéral, sur le plan législatif, comme sur le plan des États. Vous avez certaines affaires, comme d'ailleurs c'est le cas en France. En France, vous avez des personnes qui ont recours à la justice, mais parce que le jugement ne leur plaît pas ou ne leur convient pas, eh bien ils font appel, et puis si l'appel ne leur convient pas, eh bien dans ce cas-là, ils peuvent monter au-delà, c'est-à-dire faire appel à la Cour de justice européenne. Eh bien aux États-Unis, c'est pareil, c'est-à-dire que les États, si pour certains dossiers, sur certaines affaires, même du domaine pénal, mais du domaine pénal qui touche aussi des sujets sensibles, des sujets parfois de polémique, des sujets de discorde, à la fois entre un comté, l'État, entre l'État et l'État fédéral, etc., eh bien, les personnes peuvent aller faire un recours en justice. Alors évidemment, c'est pas systématique, il y a toujours un processus administratif pour vérifier la validité ou non, est-ce que la Cour suprême peut être saisie sur ce genre d'affaires, etc., parce que sinon, si c'est une procédure, si c'est un processus automatique, vous imaginez bien que la Cour suprême se retrouverait avec des tonnes et des tonnes de dossiers à traiter, donc forcément, il y a un moment donné, il faut faire le tri. Donc voilà, cette fameuse Cour de justice, et cette Cour suprême, elle possède 9 membres, donc 9 juges, qui sont nommés à vie par, en règle générale, les présidents en place. Ce qui fait que, malheureusement, une d'entre eux, est décédée donc la semaine dernière. C'était Ruth Bader Ginsburg, qui avait été nommée en 1993 par Bill Clinton, qui était une démocrate, évidemment, puisque là on est quand même aussi sur du partisanisme politique, mais c'était une démocrate modérée, et c'est pour cette raison que beaucoup d'Américains regrettent sa disparition, mais de toute façon, c'est là encore on revient un petit peu à cet aspect très émotionnel, très hypersensible de la population américaine, parce que de toute façon, ça fait depuis plus d'1 an qu'elle n'était pas en très bonne santé, qu'elle essayait de se battre contre un cancer qu'elle avait plus ou moins été soignée il y a une dizaine d'années, mais bon, clairement, voilà, l'issue n'est pas une surprise, mais pourtant, voilà, il y a des Américains, on a pu voir même des vidéos d'Américains, mais qui étaient complètement hystériques sur la disparition de Ginsburg, alors que, je veux dire, personne n'est éternel. Je veux dire, à un moment donné, il faut relativiser un peu, mais malheureusement, il y a beaucoup d'Américains qui ne savent pas relativiser. Donc voilà, il y avait un impact émotionnel sur la population américaine du fait de cette disparition, parce que c'était une juge qui a énormément œuvré pour surtout le droit des femmes, puisqu'elle est l'une des fondatrices d'un des mouvements en 1973 qui est l'ACLU qui est l'American Civil Liberties Union, qui donc avait vraiment vocation à défendre les droits civiques au niveau des femmes sur beaucoup de domaines, et qui a permis justement l'évolution des mœurs aux États-Unis. Donc c'est en effet un personnage marquant de la vie politique et de la vie sociale aussi des États-Unis. Donc il faut remplacer, évidemment. Alors le remplacement, voilà où est le problème aujourd'hui. Le problème, c'est que, évidemment, l'intérêt d'un président, c'est de réussir à nommer un juge qui soit de son parti. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, même si on peut considérer que parmi les 9 juges de la Cour suprême, vous avez des républicains, des démocrates, mais que parmi eux, vous avez des républicains, on va dire, ultra-conservateurs, mais vous avez aussi des républicains modérés, au même titre que chez les juges de démocrates, vous avez des véritables progressistes, comme vous avez aussi des modérés. Et cette dame, Ruth Bader Ginsburg, était considérée comme une progressiste, mais progressiste modérée. C'est-à-dire qu'elle avait à la fois une sensibilité de faire progresser la société américaine sur certains domaines, sans non plus aller dans des excès, sans aller non plus dans du partisanisme communautaire, et restant relativement modéré par rapport à certaines valeurs, et plus particulièrement des valeurs aussi religieuses par rapport à la population américaine, parce que voilà, ces juges représentent quand même la plus haute autorité du pays. Donc 9 juges.
Quand Ginsburg était encore en place, la balance en fait était majoritairement républicain, puisque sur les 9 positions, vous aviez 5 républicains et 4 démocrates. Là, il ne reste plus que 3 démocrates. Alors ces juges, alors il y en a, alors je crois qu'il y en a 2 qui ont été nominés par, alors il y en a un qui a été nominé par Bush père, un par Bush fils, 2 par Clinton, et 2 qui avaient été récemment nommés par Obama, et 2 récents qui avaient été nommés par Donald Trump. Alors le problème, c'est qu'évidemment, si on est dans le respect de la balance, le respect de l'équilibre, ça serait davantage un démocrate qui pourrait éventuellement prendre la place. Or, malheureusement, on est dans du partisanisme absolu ici aux États-Unis, et donc Donald Trump veut absolument nommer, avant l'élection, un juge qui soit du côté, évidemment, conservateur. Ce qui ne plaît pas, évidemment, à tous les démocrates. Les démocrates, eux, réclament que la nomination soit reportée après les élections. Alors évidemment, si on reporte après les élections, si c'est Biden qui gagne, il est évident que tous les candidats en liste républicains, ou plutôt conservateurs, n'ont plus aucune chance, puisque forcément, Biden nommera un juge de son camp, c'est-à-dire démocrate. Et donc, c'est évidemment du partisanisme politique, du partisanisme idéologique, même si, encore une fois, comme je viens de le dire, il y a toujours un aspect conservateur ultra, modéré, ou progressiste ultra, ou progressiste modéré. Donc, c'est toujours trouver un petit peu le juste équilibre. Le fait est, par exemple, que si vous avez une majorité de républicains, ça ne veut pas dire que certaines problématiques, certaines lois, certains principes qui sont plutôt tendance progressiste ne passeraient pas auprès de la Cour suprême. C'est arrivé plusieurs reprises que la Cour suprême ait statué sur des sujets qui sont à l'encontre des idéologies conservatrices, alors que la majorité des sièges à la Cour suprême sont détenus par des républicains. Donc après, c'est pas tellement, normalement, logiquement, c'est pas trop le partisanisme ou le positionnement idéologique qui doit primer, c'est la logique et le bien-être et l'intérêt, je dirais, de la nation. Or, malheureusement, comme je vous l'ai dit, Donald Trump veut nommer évidemment un républicain, juge républicain. Le seul problème, c'est qu'actuellement, on sait qu'il a une liste de 5 personnes qu'il a retenues pour l'instant, et parmi les 5, il y a une personne qui est en pole position, qui est un ultra-conservateur, voire même religieux chrétien, et anti-avortement. Ce qui, évidemment, un peu tendance à fâcher beaucoup d'Américains plutôt progressistes et plutôt pro-avortement, même si le sujet de l'avortement aux États-Unis, c'est aussi un problème qu'il faut savoir comprendre et traiter, comme d'ailleurs c'est à peu près la même chose en France. Loin moi de remettre en question un droit, hein, mais je veux dire, il y a débat. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, de ce fait, vouloir absolument mettre en place, c'est-à-dire nommer ce nouveau juge avant l'élection. Et évidemment, les démocrates disent non, on veut retarder ça, etc. Le seul problème, c'est que aujourd'hui, les démocrates sont en train tout simplement de faire tout le contraire de ce que eux avaient fait déjà à l'époque d'Obama. Rappelons-nous, à l'époque d'Obama, à 1-2 mois, je crois, de l'élection présidentielle, s'est retrouvé dans la même situation, c'est-à-dire à devoir nommer un juge. Et évidemment, les républicains disaient non, mais il faut attendre l'élection, il faut que ça soit le nouveau président qui décide, etc., puisque de toute façon, Obama, il arrive en terme de son second mandat, etc. Et là, ils sont en train de faire exactement la même chose avec Donald Trump, avec les républicains. Donc, il y a un moment donné où on ne peut pas excuser, on ne peut pas justifier une intervention, on ne peut pas justifier une action que l'on croit légitime parce que l'on se dit être peut-être le côté du bien face au côté du mal, face au côté du démon, celui de Donald Trump. Alors évidemment, il y a beaucoup d'Américains qui se voilent énormément la face sur cette évidence, sur cette inversion de valeurs, c'est-à-dire que on est véritablement dans cette fameuse expression qui dit fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Et ça, malheureusement, ça décrédibilise complètement
le crédit en fait de ces partis politiques qui finalement finissent par se chamailler pour des possessions, pour des prises de pouvoir. Et quand on en est réduit à se chamailler à ce point même sur la place publique, ça veut dire que c'est bien ce qu'on démontrait, c'est bien ce qu'on disait par rapport à l'élection de Donald Trump, c'est qu'aujourd'hui beaucoup d'Américains, et de plus en plus d'Américains, sont confrontés à cette réalité que finalement le partisanisme, le bipartisme américain s'est foutu de leur gueule depuis 50 ans. Et preuve en est dans cette vision aujourd'hui du paysage politique américain. Même Joe Biden, lui-même, récemment, dans un de ses discours, a admis que peut-être il n'avait pas été parfait en parlant de façon globale au nom du Parti démocrate. Et qu'il comprend que des Américains ont été déçus des 8 ans qu'il a passés avec Obama au pouvoir, et qu'il comprend que des Américains ont voté Donald Trump en 2016. Mais que cette fois-ci, il a compris, il a entendu l'air de dire je vous ai compris, un peu le fameux je vous ai compris à la De Gaulle. Sauf qu'évidemment, les Américains ne sont pas dupes. Je veux dire, c'est vu déjà le charisme inexistant de Biden, les Américains commencent à se rendre compte que de toute façon, s'ils mettent, enfin une partie des Américains, s'ils mettent Biden au pouvoir, Biden ne sera qu'une marionnette finalement. Contrairement à Donald Trump a été un petit peu un poil à gratter, justement. Il a été ce président qui ne s'est pas plié aux exigences de l'État profond, ne s'est pas plié au protocole de ce qu'impose aujourd'hui d'être le président des États-Unis dans un bureau ovale qui, au final, n'est qu'un statut d'exécutant, au final, des intérêts des véritables puissants à l'échelle du pays et même à l'échelle internationale. Puisque je rappelle, les démocrates aujourd'hui, ce sont les pions, ce sont les pourvoyeurs du mondialisme aux États-Unis. Et malheureusement, il y a beaucoup d'Américains qui ont finalement compris ça. Ils ont mis le temps, mais il y a beaucoup d'Américains qui aujourd'hui ont compris. Et ça rejoint ce que je dis depuis le début, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile de savoir l'électorat vers quoi il va pencher. Est-ce qu'il va pencher plus pour élire Joe Biden, ou est-ce qu'il va plus pencher pour remettre 4 ans de Donald Trump? On est véritablement dans cette situation extrêmement difficile. Comme je l'ai dit aussi, les sondages, évidemment, essaient de servir une soupe, comme en France, c'est exactement la même chose. Sauf qu'aux États-Unis, il y a quand même eu une sacrée claque en 2016, où quasiment les 2/3, voire 90% des médias mettaient Hillary Clinton comme vainqueur, et puis finalement, c'est Donald Trump qui l'a emporté. Donc là, aujourd'hui encore, il y a les conséquences, je dirais, il y a les dommages collatéraux dans l'opinion publique de cette situation-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les médias, alors qu'aujourd'hui il y a des tonnes de médias, même Facebook, Facebook qui pourtant s'est promis de ne pas faire du prosélytisme politique pendant la campagne, etc. Moi je suis désolé, sur ma page Facebook, tous les jours, je reçois un post, vous savez, les suggestions de posts, je reçois un post Joe Biden, voilà. Par contre, je n'ai pas de post de Donald Trump, par exemple. Et pourtant, dans ma page principale de Facebook, je n'exprime absolument aucune idée, aucune opinion qui me puisse permettre à un algorithme de me déterminer comme étant plus un progressiste qu'un conservateur. C'est impossible. Ils ne peuvent pas déterminer mon profil politique aux États-Unis. Mais pourtant, voilà, je reçois tous les jours, au moins une fois, un post de Joe Biden. Donc, voilà, ça fait partie du jeu. C'est exactement la même chose avec Twitter, c'est exactement la même chose avec la plupart des réseaux sociaux, la plupart des médias, la télévision, sur Internet. C'est qu'aujourd'hui, en plus de la censure, et Dieu sait qu'en ce moment, la censure, surtout en France, ça y va à fond. Là, c'est vraiment impressionnant jusqu'à quel point ça va. Donc, on est en face de cette situation aujourd'hui où nouveau conflit, nouvelle bataille aujourd'hui entre les démocrates et les républicains sur ce poste évidemment de la Cour suprême, ce qui ferait que si jamais Donald Trump, alors normalement il doit se prononcer vendredi prochain, si Donald Trump donc nomme son juge sur la Cour suprême, eh bien là on se retrouve avec une majorité de républicains, c'est-à-dire 6 postes républicains pour 3 postes tenus par des démocrates. Ce qui évidemment, si Joe Biden par exemple est élu,
ça va risque de poser certains freins, parce que, comme je vous l'ai dit, si c'est la personne dont on pense actuellement qui est en pole position dans la liste de Donald Trump qui est nominée, enfin qui est nommé à ce poste-là, je pense qu'à mon avis, il va y avoir de sérieux clashs entre l'administration Biden et la Cour suprême et le Parlement, d'une manière générale. Autre information également importante, c'est ce qui se passe en France, c'est la censure. Là, je peux vous admettre une chose, c'est que je n'ai jamais vu autant de censure se pratiquer aujourd'hui en France, et je dirais même aux États-Unis, plus ou moins par rapport au Covid-19, par rapport au vaccin, par rapport à toute cette guerre aujourd'hui qu'il y a autour du vaccin. Je rappelle qu'un des vaccins qui était promu devenir celui qui allait être utilisé, etc. Finalement, les tests ont été arrêtés parce que ils ont trouvé de nouveaux cas, alors des problèmes cérébraux apparemment, ce qui est quand même un petit peu gênant parce que là, ça veut dire que c'est quand même un vaccin qui peut avoir un taux de létalité non négligeable, pardon. Sur des préconisations et sur des méthodes d'utilisation, c'est-à-dire que vous imaginez bien que la plupart des gens qui se feront vacciner avec ce vaccin, s'ils ne sont pas conscients de leur état de santé, s'ils ne sont pas conscients éventuellement de leur réelle pathologie et qu'ils peuvent être des sujets à ces risques, eh bien on risque d'avoir quand même un taux de mortalité non négligeable. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, en Europe, eh bien la plupart des laboratoires se sont arrangés avec l'Union européenne pour ne pas devoir payer les conséquences de leurs produits, c'est-à-dire que si jamais des plaintes sont déposées contre leur vaccin ou contre leur traitement, eh bien c'est finalement l'Union européenne qui paiera les pots cassés. Et donc, c'est vous, le contribuable, qui paiera à la place des laboratoires. Donc les laboratoires sont couverts légalement par l'Union européenne. Censure qu'il y a également sur évidemment la situation actuelle, puisque je rappelle que le Covid aujourd'hui sert de décor, on va dire, à ce qui se passe en coulisses, c'est-à-dire une crise économique qui commence à prendre véritablement forme, mais dont la plupart des médias d'ailleurs ne parlent pas, ou tentent d'essayer de rassurer. On a même des médias qui osent quand même nous parler de reprise avec le fameux plan d'action qui est présenté à la population avec ce fameux commissaire au plan de redressement où monsieur Bayrou a réussi à se caser encore une fois de plus. Enfin, le statut n'est pas très clair, normalement son statut ne l'autorise pas à faire partie des débats au niveau du Parlement, il n'a pas un pouvoir équivalent d'un ministre, il échappe de par ce statut à la déclaration du patrimoine, etc. Mais lui, Bayrou prétend qu'il est en lien direct avec le président, qu'il n'a que des comptes à rendre au président. Enfin, ça ressemble, on a l'impression à quelque chose qui est complètement artificiel, qui ne va pas servir à grand-chose. De toute façon, là, les banques commencent à tirer la langue, il va y avoir certainement, je pense, à un moment donné, de la pression pour que les banques centrales retirent de la planche à billets pour sauver les meubles, parce qu'aujourd'hui, la situation économique, surtout dans l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie de commerce, d'échange, d'achat, de consommation, aujourd'hui, c'est véritablement en berne. Pour vous donner un exemple ici aux États-Unis, il faut savoir que si en France, par exemple, les cinémas, alors je parle d'un sujet que je connais très bien, mais si en France, les cinémas ont réouvert depuis maintenant fin juin, il faut savoir que certains États ont autorisé la réouverture des cinémas dans certains États. Alors par exemple, moi ici en Caroline du Nord, les cinémas n'ont toujours pas l'autorisation de réouvrir, peut-être qu'ils réouvriront, alors je crois le 2 octobre. Par contre, notre voisin, le Caroline du Sud, elle a réouvert les cinémas. Et ça va faire maintenant presque un mois. Et pourtant, ils ont eu le film Tenet, qui était soi-disant le film qui allait faire revenir du monde au cinéma, etc. Sauf que, en effet, le premier bilan après un mois est catastrophique, c'est-à-dire que les cinémas ne font pas leur chiffre d'affaires, et en plus de ça, ils sentent bien que si en effet il y a une petite poussée de fréquentation grâce au film Tenet, eh bien ça s'est très très rapidement effondré. Par rapport à ce redémarrage, on va dire, de l'activité d'exploitation aux États-Unis. Et aujourd'hui, il est très clair que de toute façon, le bilan n'est pas positif. Les chiffres d'affaires ne sont pas à la hauteur et sont même en dessous, sont vraiment très négatifs.
par rapport à ce qu'on attendait d'une retour de fréquentation au niveau des cinémas. Ce qui se rejoint au niveau des chiffres d'affaires en matière de certains secteurs, plus particulièrement la restauration par exemple aux États-Unis. Il faut savoir que dans certains États, il y a beaucoup de restaurants qui ont pu continuer leurs activités en faisant de la vente à emporter, sauf que même s'ils réussissent à sauver plus ou moins les meubles, aujourd'hui où ils ont la possibilité de réouvrir, mais avec évidemment des conditions sanitaires très restrictives, très clairement ils font un constat évident, c'est que les gens ne sortent pas. C'est-à-dire qu'il y a très peu de fréquentation, il y a très peu de gens qui sortent. Et c'est la même chose en France. En France, en plus qu'en France, avec le climat de peur qui est instauré à cause de l'augmentation des tests positifs en France, malheureusement, eh bien, les décisions du gouvernement vont aggraver encore plus la situation économique, qui plus est pour quelque chose qui suscite évidemment beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. On a pu constater qu'apparemment les chiffres officiels n'étaient pas forcément très fiables. Il s'est trouvé qu'apparemment il y a eu des défauts, il y a eu des erreurs, soi-disant, qui font qu'aujourd'hui on est plutôt sur un taux de létalité par rapport au nombre de Covid déclarés par jour qui est extrêmement faible. C'est-à-dire que, en effet, comme je l'ai déjà expliqué, de toute façon, même ici aux États-Unis, les taux positifs de tests vont augmenter. Ils vont continuer à augmenter, puisque de toute façon, le virus se répand. Le virus se répand, mais comme nous sommes peut-être 80 ou 85% d'asymptomatiques, c'est-à-dire que tant que nous n'avons pas des signes ou des symptômes, eh bien, nous portons le virus, mais finalement, nous ne sommes pas malades. La maladie, elle vient qu'à partir du moment où vous attrapez une autre maladie. Et c'est pour ça que ce qui fait peur aujourd'hui en Europe, et je pense que ce qui fait peur l'État français, c'est de se retrouver à devoir affronter l'automne. L'automne avec l'arrivée de la grippe, avec l'arrivée des rhumes, avec l'arrivée des bronchites. Puisque je rappelle, le Covid est très virulent sur toutes les maladies ou tous les problèmes respiratoires qui peuvent avoir des conséquences graves sur les personnes et voire même, en effet, provoquer de la létalité. Donc, il y a en effet une réalité médicale, une réalité symptomatique du Covid, mais aujourd'hui, est-ce que ça justifie de refoutre le pays en cloche, c'est-à-dire sous cloche, pardon. Voilà, c'est un peu le problème. Le problème aussi, c'est qu'évidemment, vous avez beaucoup de manifestations aujourd'hui, on a pu le voir en Angleterre, on a pu le voir en Allemagne, même aux États-Unis, contre le masque, contre ce totalitarisme sanitaire, on va dire. Mais à la limite, il est vrai que c'est discutable. C'est discutable dans le sens où est-ce qu'on pénalise aujourd'hui l'économie, on pénalise aujourd'hui la consommation, sous prétexte parce que, peut-être parce qu'on est conscient que malheureusement il y a des gens qui ne sont pas forcément très responsables, qu'il y a des gens qui sont immatures et qui peuvent provoquer une extension du virus, voire peut-être contaminer des gens qui eux ne mériteraient pas d'être contaminés parce que en effet ce sont des gens qui ont des sensibilités pathologiques et qui prennent peut-être le risque de tomber malade et peut-être de mourir. C'est ça, en fait, la réalité aujourd'hui de ce qui se passe, c'est qu'en réalité, pour tout simplement l'immaturité, l'irresponsabilité d'un certain nombre d'individus, eh bien, on fait de la généralité, c'est-à-dire qu'on décide finalement de mettre la société sous cloche au détriment des autres, au détriment de ceux qui sont responsables, au détriment de ceux qui font attention, au détriment de ceux qui respectent les gestes barrières, etc. Aux États-Unis, malheureusement, on a eu en effet une augmentation assez flagrante, alors pour des X raisons, etc. Mais encore une fois, là aussi aux États-Unis, on est sur des taux létals extrêmement faibles. D'ailleurs, je me suis amusé à faire un petit peu de calcul. Il faut savoir que depuis le début de la pandémie, le taux de létalité par rapport à la proportion de gens contaminés et la proportion de la population, eh bien, on est en dessous de ce que la France peut afficher. Il faut savoir qu'aux États-Unis, à l'heure actuelle, nous sommes, au dernier chiffre que j'ai pu regarder, on était à 2,5%, je crois, de létalité par rapport au nombre de contaminés, donc 2,5%, c'est-à-dire de létalité depuis le début de la pandémie, donc 2,5%, on est en dessous du chiffre pandémique en général qu'on peut avoir. Je crois que le chiffre
Le taux de létalité, lorsqu'on est considéré comme une pandémie grave, c'est je crois 6 ou 7%, ou peut-être 12%, je ne sais plus, enfin peut-être que certains d'entre vous connaissent la règle mieux que moi, mais là on est sur des taux qui correspondent à des épidémies saisonnières par rapport à la population. Et par rapport à la population américaine, le nombre de morts Covid déclarés en tant que Covid, c'est pareil, on déclare du Covid, mais comme l'a dit une Québécoise lors d'une interview, elle dit le problème c'est qu'on déclare des Covid, des gens qui n'ont même pas été testés ou qui décèdent et qui ne sont même pas autopsiés, donc on ne sait même pas si en réalité ils sont atteints du virus ou pas, ou s'ils sont morts à cause du virus ou pas. C'est-à-dire qu'on a mis plein de gens dans des statistiques sans avoir vérifié, sans avoir contrôlé. Donc ça c'est pareil, prendre ça en considération. On est sur du 0,06% de la population américaine. C'est-à-dire que le nombre de décès Covid depuis le mois de janvier représente 0,06% de la population américaine. C'est ridicule. Alors, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, la particularité du Covid, c'est qu'on n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement. Donc, mesure de précaution. Et quand on veut faire de la mesure de précaution, on sait que malheureusement, la mesure de précaution, elle fonctionne sans être obligé de pénaliser l'économie, avec des gens qui ont au moins une maturité d'esprit. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays. Pourquoi est-ce qu'on prend souvent l'exemple de certains pays asiatiques où le Covid a été plus ou moins bien maîtrisé? Tout simplement parce que ce sont des pays qui ont encore une culture sur la bonne éducation, une culture sur l'intelligence, une culture, certains diront sur la soumission, mais au moins, voilà, ils ont une discipline de vie qui fait que ça a limité la casse, contrairement aux pays occidentaux où malheureusement on est des fois confronté à des gens qui font un petit peu tout et n'importe quoi de façon très inconsciente. Donc voilà, il y a un moment donné où on prend la décision, à regret parfois, de confiner tout le monde, plutôt que des individus, plutôt que d'aller essayer de s'emmerder à chercher quel individu mérite de pouvoir continuer à vivre normalement et ceux qu'on doit confiner parce qu'ils sont totalement irresponsables. Voilà, on fait de la discrimination finalement. Donc au lieu de discriminer, on discrimine tout le monde, plutôt que les gens qui mériteraient d'être discriminés pour leurs conneries. Donc voilà, on est aujourd'hui dans cette situation, alors en plus avec évidemment des médecins aujourd'hui qui disent, qui ont une réaction tout à fait logique par rapport à une épidémie, par rapport à un virus, en disant aujourd'hui on est peut-être dans une phase d'assimilation, c'est-à-dire que je crois par exemple que la Norvège aujourd'hui, il semblerait que la Norvège soit un pays, ou la Suède, je ne sais plus si c'est Suède ou la Norvège, vous me rectifierez, où on constate que l'immunité collective est en train de fonctionner. C'est-à-dire qu'on peut se transmettre le virus, mais le virus est totalement inactif parce que nous avons réussi à développer notre immunité par rapport à ce virus. Alors attention, quand on dit immunité, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est fini, c'est bon, on est tranquille. Non, parce que le Covid-19, comme d'autres épidémies, et plus particulièrement la grippe, pourquoi la grippe tue ? La grippe, elle tue tout simplement parce que vous avez différentes pathologies, vous avez différentes situations qui fait que malheureusement des gens décèdent d'une simple grippe. Une grippe parfois, je dirais même des gens qui meurent de la grippe parce qu'ils n'ont pas su agir en temps et en heure, parce qu'ils n'ont pas voulu se faire soigner, parce qu'ils n'ont pas été voir un médecin, parce qu'ils n'ont pas pris le médicament qu'il fallait et qui ont leurs symptômes qui se sont aggravés, mais qui se sont aggravés à un point où en plus vient se rajouter certainement peut-être une pathologie, un problème de santé méconnu, qui a fait que malheureusement ces gens finissent par décéder. Vous allez voir des médecins urgentistes, etc., vous parlez avec eux, vous verrez ce qu'ils vous diront. Ils vous diront qu'en règle générale, les 2/3 des morts à cause d'épidémies, de grippe ou d'autres maladies, c'est souvent parce que des gens n'ont pas su, à un moment donné, aller voir un médecin, n'ont pas su se faire soigner en temps et en heure, et on a découvert à cause de l'aggravation de leur maladie, des pathologies qui font que, que c'était
des gens qui avaient déjà une maladie à la base, mais qui n'en étaient pas conscients, ou qui avaient déjà un problème de santé à la base, mais qui n'en étaient pas conscients, parce qu'ils n'avaient pas de signes, etc. C'est pareil, hein. Moi je sais par expérience que malheureusement, on a des fois des signes qu'on ne sait pas interpréter parce qu'on n'est pas médecin, et qui sont parfois des signes avant-coureurs d'un problème de santé peut-être plus sérieux, ou qui sera peut-être plus sérieux, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, parce que vous allez choper une grosse grippe, ou le cas du Covid-19 aujourd'hui. Et c'est la preuve en est, c'est que si aujourd'hui les personnes âgées sont les plus à surveiller, les plus à être attentionnées sur leur état de santé et leur exposition, c'est parce que, en effet, leur immunité, leur état de santé est beaucoup moins fort que lorsqu'on a 20, 30 ou 40 ans. Donc ça, c'est aussi des paramètres qu'il faut prendre en ligne de compte, mais ça, évidemment, c'est des choses qu'on ne parle pas, qu'on ne dit pas, qu'on n'explique pas. On préfère simplement globaliser les choses, généraliser les choses pour faire peur, tout simplement, pour faire peur. Attention, le Covid, ça peut tuer, etc. Oui, le Covid peut tuer, comme la grippe peut tuer, comme la voiture peut tuer, comme une arme à feu peut tuer. Tout est une question de contexte, tout est une question de situation, et d'un certain nombre d'éléments et de certain nombre de facteurs et d'indices qui vont donner une issue dramatique à la chose. Mais de là à faire croire que, attention, si vous chopez le Covid, vous allez tomber malade, vous allez mourir. Non, vous avez des gens aujourd'hui, mais la preuve en est, c'est que vous avez des gens aujourd'hui qui atteints d'un cancer. Malheureusement, vous en avez certains qui décèdent, comme il y en a d'autres qui réussissent à lutter contre le cancer et qui réussissent à vivre très très longtemps sans retour de leur cancer. Il y a aussi le psychologique aussi qui joue énormément. Faut prendre ça aussi en considération. Donc cette situation aujourd'hui de Covid, ça mérite des débats en effet, sauf que le problème c'est que les débats aujourd'hui sont complètement torpillés. Torpillés par quoi ? Évidemment par cette guerre fratricide qu'il y a aujourd'hui au niveau des laboratoires, par celui qui va réussir à décrocher la timbale, celui qui va réussir à décrocher la loterie nationale, internationale. Il faut savoir par exemple que j'ai lu très récemment qu'il y a eu un accord, il y a eu une demande en fait de Gilead auprès de l'Union européenne pour assurer le remboursement de l'usage du fameux Remdesivir. Vous savez, ce fameux Remdesivir qui était promu être le remède miracle, mais qui malheureusement, à cause d'une bévue, à cause d'une erreur amateur d'un essai clinique publié par le site Lancet, qui s'est avéré être complètement bidonné, enfin pas complètement bidonné, mais bidonné quand même, ça a foutu complètement le brin, on va dire, sur l'espoir de Gilead de réussir à imposer son produit, même si par des jeux d'influence, de lobbying, par exemple aux États-Unis, Gilead a verrouillé le marché américain auprès de la FDA, qui est la Federal Drug Food and Drug Administration, qui est l'administration qui valide un ensemble de choses concernant l'alimentaire et concernant les médicaments et les traitements, en France, et plus particulièrement en Europe, Gilead a aussi verrouillé, pas encore verrouillé, mais plus ou moins le marché, et pour s'assurer l'assurance de toucher le maximum de pépettes, on ne va pas simplement se dire on va imposer à tout le monde, alors je crois que c'est 2300 euros, 2300 euros le traitement. On ne va pas attendre que les gens payent 2300 euros, que leur système de santé particulier à la France, l'Italie, etc., paye, etc. Donc ils sont directement passés par l'Union européenne. Ils ont fait une demande pour que le Remdesivir soit assuré d'un remboursement dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Pas fou, évidemment. Sauf que, évidemment, le comité de l'Union européenne a donné quand même certaines conditions du fait des résultats des essais cliniques. C'est-à-dire que sur un certain nombre de pathologies, sur un certain nombre de traitements, l'Union européenne dit sur tel ou tel traitement, sur telle ou telle pathologie, sur telle ou telle personne ou malade, on vous adopte, on est prêt à adopter un remboursement. Par contre, sur d'autres pathologies, nous ne couvrons pas le remboursement.
avant même que l'Union européenne donne sa... je crois que non, d'ailleurs, l'Union européenne, l'administration de l'Union européenne a donné donc son rapport, prêt à signer, etc. Il se trouve que Gilead a retiré sa demande. Pourquoi? On ne sait pas. Il semblerait qu'apparemment, il y avait beaucoup trop de contraintes dans l'accord qui avait été proposé par les services sanitaires européens pour que Gilead s'engage dans ce genre de processus. Ou alors peut-être que Gilead est consciente qu'il y a d'autres problèmes qui sont en train d'arriver avec son produit. D'autant plus que la situation est encore plus grave dans le sens où aujourd'hui vous avez de la concurrence, et une concurrence sérieuse. Je rappelle que la Russie a mis sur le marché 2 vaccins, donc on va attendre peut-être la fin de l'année, peut-être fin décembre, de voir les résultats donc, de ce vaccin. Vous avez la Chine qui a mis aussi en route son propre vaccin. Vous avez un autre vaccin donc en Angleterre, je crois, qui est Zeneca ou CanEzeneca, ou c'est un laboratoire. Pareil, eux aussi, aujourd'hui, donc ils ont arrêté leurs essais parce qu'il y a des complications, comme je vous l'ai dit. Je crois me souvenir qu'il y a à peu près aujourd'hui une cinquantaine d'essais cliniques sur une cinquantaine de produits potentiels, etc. Mais encore une fois, voilà, on est coincé par le temps. Si on veut véritablement respecter les protocoles en matière d'essais cliniques, c'est minimum 6 mois. C'est de 6 mois à 3 ans, hein, parfois. Hein. Donc, vous voyez, quand vous avez certaines personnalités politiques qui disent, mais vous savez, le Covid, on va encore vivre avec l'année prochaine, etc., ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, même si aujourd'hui on sent bien qu'il y a une pression des marchés, qu'il y a une pression économique de la part de certains laboratoires d'aller plus vite que la machine. Donc forcément, le jour où il va falloir vacciner, ça va poser problème. Ça va poser problème, pourquoi? Parce que vu la situation, vu le film, c'est quasiment un film qu'on a vécu et qu'on vit encore depuis le mois de janvier sur la réalité aujourd'hui de cette lutte fratricide entre une médecine réelle, une médecine de terrain et la médecine technocratique. Hein, je pense que le professeur Raoul a parfaitement mis le doigt dessus et aujourd'hui il est suivi par beaucoup de médecins, de médecins praticiens, de médecins urgentistes sur ses propos. C'est que malheureusement aujourd'hui, comme il l'a dit très justement, un président devrait arrêter de prendre ses conseils que auprès de gens, de professionnels de santé, mais qui ne sont que des technocrates, qui ne sont que des bureaucrates, qui ne sont que des chercheurs de laboratoire, plutôt que d'essayer parfois aussi de prendre l'avis de gens, de médecins de terrain pour avoir véritablement un visage beaucoup plus réel, beaucoup plus réaliste de la situation. C'est ce que malheureusement aujourd'hui il n'y a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les conseillers sanitaires, les conseillers en médecine et en santé sont généralement des gens, on se pose la question, c'est quand la dernière fois qu'ils ont vu un patient. Donc, vous voyez, c'est de l'administratif, c'est de la technocratie. Et encore une fois de plus, on a la démonstration que le trop de technocratie, le trop de besoin de bien cadrer les choses, de toujours faire attention, de ne pas finir finalement au pénal parce qu'on a oublié. Il y a un moment donné où ça devient un véritable sac de nœuds, et un sac de nœuds qui s'éloigne parfois de la réalité, c'est-à-dire qu'on a un total décalage. Malheureusement, c'est le cas dans beaucoup d'administrations, c'est le cas dans beaucoup de nos sociétés soi-disant occidentales et civilisées, c'est qu'on a tellement mis de la bureaucratie, on a tellement mis de la technocratie partout, que malheureusement, quand vous avez une information à un instant T, eh bien quand vous la faites remonter à l'autorité, en général, l'information arrivant au point Z, auprès de l'autorité, on se rend compte que vous avez des fois d'énormes différences, voire même des fois une situation de valeur inversée. Parce que voilà, parce que dans le chaînage, vous avez des intérêts, des ambitions, des intérêts politiques, des conflits d'intérêts extérieurs, qui fait que une information A n'est plus la même lorsqu'elle arrive au point Z. C'est
le problème aujourd'hui de cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, si encore il y a encore 50, 60 ans ça pouvait passer, ça pouvait encore fonctionner, aujourd'hui très clairement ça ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, quand les populations à travers le monde se rendent compte que même la santé n'est plus prise en considération étant un domaine je dirais, de bien collectif, je dirais, de situations d'intérêt solidaire, humaniste à l'échelle internationale, en effet, ça donne un droit légitime des peuples de remettre en question le système dans lequel ils vivent. En plus, quand vous avez des affaires qui touchent des personnalités telles que Bill Gates, par exemple, alors aujourd'hui c'est pareil, c'est une bataille énorme entre les défenseurs de Bill Gates, le bon Bill Gates, le bon samaritain Bill Gates, et puis derrière des gens quand même qui savent mettre le doigt là où ça fait mal. Je rappelle que récemment, on a pu constater que des sessions de vaccination qui ont eu lieu en Afrique, je crois au Soudan, a développé une nouvelle forme de polio. Évidemment, tout le monde se cache bien de dire qui est derrière les campagnes de vaccination qui ont été faites au Soudan et qui serait, je dis bien serait, on parle au conditionnel, la responsable de cette nouvelle forme de polio qui est en train de se développer actuellement en Afrique. Ça, personne n'entend parler, hein. Si je trouve le lien, j'essaierai de vous le mettre soit en commentaire ou ici. Donc voilà, on est finalement toutes les théories du complot qu'on appliquait comme estampillées de théories du complot, on se dit mais finalement c'est pas que de la théorie, c'est qu'aujourd'hui on voit bien une mise en application, une réalité de ce que certaines personnes pouvaient nous alerter, nous prévenir depuis maintenant de nombreuses années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs qui jusqu'à présent agissaient dans l'ombre, et bien aujourd'hui qui sont en train de tout simplement d'agir à découvert, mais comme on a réussi à brouiller un petit peu la conscience, on a réussi à brouiller le bon sens, on a réussi à brouiller l'intelligence, parfois même de se poser les bonnes questions, eh bien ça finit finalement en conflit de débat, en conflit de discussion entre nous, avec parfois des gens hyper convaincus sans même être capables d'argumenter ou de prouver ou de soutenir leur opinion par rapport à beaucoup de choses. Et finalement, ça facilite les choses pour ces gens-là de finalement, un jour ou l'autre, de nous mettre en servitude, puisque de toute façon, diviser c'est pour mieux régner, et quand vous divisez pour mieux régner, finalement, les gens ne regardent plus là où il faut regarder, c'est-à-dire sur ce qui est en train d'arriver dans nos sociétés, c'est-à-dire la suppression petit à petit d'un certain nombre de nos libertés fondamentales. Ça, bon, on ne va pas y revenir, hein. J'ai déjà expliqué les choses dans quelques-unes de mes vidéos pour vous donner tous ces éléments de réflexion sur le sujet. Donc le Covid, en effet, le Covid aujourd'hui, on n'a pas fini d'entendre parler, et puis surtout en France, on pense à vous parce que c'est quand même, là vraiment, oui, on est sur une dictature sanitaire, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter, je suis désolé de dire ça, mais il y a un moment, il faut arrêter d'être con. Et enfin, pour terminer, je voudrais vous parler de radicalité. Il est évident aujourd'hui, je pense que vous avez pu le voir à la télévision, pu lire sur Internet, voire même avec vos amis, certains de vos connaissances, eh bien, il y a aujourd'hui une forme de radicalité qui commence à envahir les esprits, c'est-à-dire pousser les gens à avoir des opinions radicales, et parfois des positions sur des sujets qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucun intérêt, je dirais même pour développer soi-disant une argumentation dans un débat, parce que ça naît de quelque chose de complètement ridicule. Prendre exemple de ce que je vous ai peut-être dit dans ma précédente vidéo, de cette personne qui me soutenait que Napoléon était un dictateur. C'est ce qu'on entend d'ailleurs assez souvent chez un certain nombre de gens, sauf que ces gens-là n'arrivent pas à comprendre une chose, c'est que, ils font de la décontextualisation, une décontextualisation qui presque limite serait du révisionnisme historique, tout simplement parce qu'on les a conditionnés à appliquer des valeurs contemporaines
à l'histoire. C'est-à-dire tout simplement de prendre des éléments de jugement, des éléments de valeur morales, politiques, idéologiques, et les appliquer à des personnages de l'histoire. Ce qui fait, et ce qui fait d'ailleurs le jeu aujourd'hui d'un certain nombre de gens, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui sont à la recherche du moindre personnage historique, et qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a pu faire qui pourrait éventuellement être répréhensible vis-à-vis de nos propres valeurs contemporaines aujourd'hui? Évidemment, l'esclavage est aujourd'hui le sujet absolu qui fait que on essaie aujourd'hui de trouver des personnalités qui vont déplacer ou pas la valeur de certains personnages historiques, etc. Alors en effet, si on prend des valeurs de dictature, de régime totalitaire, etc., et qu'on les applique, contemporaines, et qu'on les applique à Napoléon, eh ben oui, Napoléon, c'est un dictateur. Napoléon, c'est un individu qui a utilisé le peuple pour aller faire des guerres, qui a massacré des gens, qui a eu des conquêtes, etc. C'est-à-dire qu'on fait un point Godwin. Alors le point Godwin, vous savez ce que c'est que le point de Godwin? Peut-être vous l'entendez beaucoup. Le point Godwin, c'est une théorie qui a été développée par un professeur américain, je crois, qui s'appelle Godwin, et qui fait que dans un argumentaire, eh bien, il y a un moment donné, pour essayer de toucher les sensibilités dans l'esprit collectif, dans l'esprit individuel aussi, de faire un lien avec la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire tout ce qui touche évidemment à Adolf Hitler et au nazisme. Et on fait des rapprochements, on fait des liens. Eh bien, ces gens font souvent d'ailleurs du point Godwin, c'est-à-dire que très souvent, ils utilisent en fait des éléments et des informations de la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement du nazisme, avec la Shoah, avec l'invasion des pays, avec la Seconde Guerre mondiale, etc., et les appliquent à des personnalités historiques du passé, et donc Napoléon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez Napoléon, qui est souvent assimilé à Hitler. C'est-à-dire que finalement, oui, comme Hitler, Napoléon a conquis l'Europe. Comme Hitler, Napoléon fait des guerres. Comme Hitler, Napoléon a parfois fait des déplacements de population. Comme Hitler, Napoléon a placé ses pions sur l'échiquier européen. Sauf que ça n'a absolument rien à voir, c'est complètement ridicule, puisque c'est une question de contexte. C'est-à-dire que le contexte historique de Napoléon est totalement différent du contexte historique de Adolf Hitler. Et Adolf Hitler est un personnage du XXe siècle, alors que Napoléon était un personnage du XVIIIe siècle. 19e, pardon. Enfin, à cheval entre les deux. Du coup, oui, en effet, vous avez aujourd'hui des gens qui sont convaincus, quand ils font ce lien, que Napoléon est un dictateur. Alors que Napoléon n'est pas un dictateur, puisque même le principe de dictateur, même si on peut trouver une définition assez ancienne, est un mot, est une conception relativement contemporaine. Et de ce fait, le problème, c'est qu'on décontextualise complètement Napoléon de son époque avec des régimes, avec des systèmes politiques, géopolitiques complètement différents, avec des conflits d'intérêts, des centres d'intérêt, etc. Et je dis souvent, c'est que, ok, si Napoléon n'avait pas fait ce qu'il a fait, ce que vous lui critiquez, ce que vous lui reprochez et que vous l'accusez d'être un dictateur, eh bien on ne serait peut-être pas français. La France n'existerait peut-être plus, peut-être que la France aurait été réinstaurée par une monarchie sous contrôle des Britanniques, des Prussiens ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, les guerres qu'il a fait Napoléon, il les a faites parce que malheureusement le contexte national, la protection de la souveraineté nationale de la France l'obligeait. Alors après qu'il est allé un petit peu trop loin, qu'il est allé dans un esprit de conquête absolue, ça évidemment beaucoup d'historiens ne nient pas ce fait, qu'à un moment donné, oui, il a peut-être pété un petit peu plus haut que son cul, comme pour reprendre cette expression un peu vulgaire. Mais sur le principe, d'une façon globale, d'une vision beaucoup plus générale sur la carrière de Napoléon, ça a été un grand homme, ça a été un grand chef pour la France, sur lequel on peut trouver des choses acceptables, discutables, etc. Mais c'est ce qui fait la force du débat. Mais de là à radicaliser une opinion sur un personnage historique à ce point, c'est peut-être faire preuve de déculture finalement, et trois, d'une mauvaise foi, d'une mauvaise interprétation des choses, souvent d'ailleurs pris par un certain nombre de médias qui appuient un petit peu le trait pour essayer de faire culpabiliser les gens, de ne pas penser cet outil comparatif. Donc,
Eh bien aujourd'hui, alors c'est un exemple, hein, mais il y en a d'autres par rapport à l'esclavage. On va aller chercher des personnages historiques tels que, alors, je ne sais plus quels sont les personnages qui sont incriminés aujourd'hui par rapport à l'esclavage. Je rappelle quand même que l'esclavage, ou tout du moins la traite, le commerce fait avec l'esclavage, c'est 4 siècles, hein, pour ce qui concerne l'Occident. On dit souvent 2 siècles, mais ça a commencé beaucoup plus tôt, on dit que ça s'étale vraiment sur 4 siècles. Alors que le commerce de l'esclavage en Afrique, lui, c'est plutôt 13 siècles. Donc voilà, je veux dire, c'est à un moment donné le deux poids deux mesures. Alors, évidemment, mais encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça ne veut pas dire, ou ça ne veut pas signifier que on légitime, ou qu'on dit que c'était une raison de le faire. Mais j'attire toujours l'attention de ces gens-là, de dire attention, vous avez un regard contemporain qui est trop contemporain par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire. Et de ce fait, vous avez une vision de l'histoire complètement altérée. Et de ce fait, naissent pour vous des opinions que vous croyez légitimes, alors qu'en réalité, elles n'ont aucune légitimité, parce que, font la démonstration que vous n'êtes pas capable, à un moment donné, de prendre du recul et de remettre les choses dans leur contexte et de reconsidérer les choses sur un point de vue historique, et non plus sur un point de vue politique et idéologique. Et malheureusement, c'est la démonstration d'une inculture, finalement, qui progresse. C'est-à-dire cette incapacité aujourd'hui des gens de remettre les choses à leur place, avec bon sens et raison. C'est-à-dire que, voilà, on est dans de l'idéologie, parfaitement. C'est-à-dire qu'on pousse des gens à croire qu'une forme de pensée est valide, contrairement à une autre. C'est aujourd'hui, oui, le processus de racisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de considérer que tout ce qui est blanc est mauvais, que ce qui est bien, c'est le coloré. C'est cette même idéologie qui consiste à dire qu'un blanc qui agresse un noir est forcément raciste, par contre qu'un noir qui agresse un blanc, c'est une querelle. Voilà, on est dans ce principe-là. Je prends juste l'exemple de deux personnes de couleur qui subissent aujourd'hui on va dire, de procédés qui sont quasiment identiques, mais dont le traitement est complètement différent selon leur position. Je prends par exemple l'exemple de Madame Obono, la députée insoumise, sur qui on a soutenu, on a porté un soutien énorme face à l'article de Valeurs Actuelles, que c'était raciste, c'était inadmissible, etc. En revanche, vous avez cette journaliste qui est Christine Kelly, qui officie sur CNews, et parce qu'elle anime l'émission avec Éric Zemmour, eh bien elle subit exactement le même racisme, la même pression, les mêmes propos insultants qu'a pu subir Obono, certainement peut-être de la part de certains racistes, mais le problème, c'est que quand on veut défendre une personne par rapport à ce qu'elle subit, par rapport à sa couleur, eh bien, dans ce cas-là, il faut le reconnaître aussi chez cette journaliste qui est Christine Kelly. Sauf qu'apparemment, on a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air de soutenir Christine Kelly. Et ça ressort, ça, aujourd'hui. C'est en train de ressortir. C'est-à-dire que, voilà, c'est parce que Madame Obono est du bon côté de la barrière, elle est soutenue. Par contre, Christine Kelly, qui n'est pas du bon côté de la barrière, eh bien, elle n'est pas soutenue. Donc, deux points de mesure, en fait. C'est-à-dire que deux traitements différents pour le même problème, ce qui est complètement à l'inverse de ce que la République nous inculque par principe. Ce que totalement dépourvu de sens quand on veut essayer de légitimer ou de crédibiliser une certaine idéologie. Là, on est carrément, en effet, sur de la propagande, purement et simplement. Donc, cette radicalité, aujourd'hui, elle est en train de monter. Elle est en train de monter dans différents domaines. Ceci dit, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas surprenante, puisqu'en règle générale, dans toutes les périodes de crise qu'a connues l'humanité dans son histoire, eh bien, il y a toujours eu, à un moment donné, des gens qui vont monter, justement, dans cette radicalité. Alors, une radicalité qui est sociale, une radicalité qui est politique, une radicalité qui est idéologique, une radicalité qui est aussi politique, mais aussi ethnique, qui peut être ethnique et religieuse,
dans ce sens. Donc c'est peut-être aujourd'hui le plus gros ennemi, finalement, de la paix sociale. C'est cette montée d'idéologie qui pousse au radicalisme des gens, qui pousse parfois des propos regrettables, même dans de simples débats, dans de simples échanges d'idées, échanges de pensées. Et d'ailleurs, c'est la libre pensée aujourd'hui qui est manifestement menacée, puisque, alors sans partager ses idées absolues, sans faire de soutien indéfectible envers cet individu, mais c'est quand même la preuve qu'aujourd'hui il y a quand même un sérieux problème. Vous avez un monsieur qui s'appelle Hervé Ryssen, je crois, c'est Eric Ryssen ou Hervé Ryssen, enfin c'est ce monsieur. Et ce monsieur, c'est un peu, il est un peu comme Alain Soral, si vous voulez, c'est que c'est quelqu'un qui fait du décortiquage, qui fait de l'analyse, et qui parfois trouve certains liens, en effet, par rapport à certaines communautés, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en effet, il a des idées plutôt nationalistes, enfin, peut-être pas populiste, mais qui est assez patriote, on va dire, sur la base. Mais aujourd'hui, évidemment, quand on se prétend patriote, eh bien, on est tout de suite estampillé, nationaliste, extrême droite, etc. Donc, beaucoup de gens l'ont estampillé dans cet ordre-là. Il a déjà été mis devant le tribunal en 2008 et condamné, je ne sais plus à combien, je crois peut-être à 1 an de prison ou 6 mois de prison, etc. Mais bon, il avait réussi à faire appel, je crois, etc. Sauf que là, eh bien, il a été soumis à une nouvelle plainte. Et là, le monsieur, il est en tôle. Voilà. Sauf qu'il est en tôle, pourquoi il est en tôle? Est-ce qu'il a agressé quelqu'un? Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Est-ce qu'il a porté atteinte à des biens, des personnes physiques? Non. Il a juste fait des propos. Il a juste émis des propos. Et le monsieur, pour ses propos, eh bien, il est aujourd'hui en tôle. Il est en tôle à cause de la LICRA, cette fameuse LICRA, cette fameuse organisation qui ne représente finalement que elle-même, mais qui aujourd'hui démontre qu'elle a une réelle influence, un réel pouvoir pour réussir peut-être à mettre n'importe qui en prison qui ne va pas, ou qui va à l'encontre de leurs idées, qui vont à l'encontre de leur positionnement, de leur monopole idéologique, alors que, je rappelle, hein, la LICRA ne représente qu'elle-même, c'est-à-dire c'est un noyau d'individus, souvent d'intellectuels, de personnalités, de gens qui finalement défendent ce qu'ils veulent défendre, mais ils le défendent d'une façon eux aussi radicale. Donc du coup, voilà, M. Ryssen est en tôle. Tout comme je pense que peut-être Alain Soral va finir en réalité bien en tôle lui aussi. Il y a des chances aussi que Dieudonné finisse en tôle. Alors là encore, ce sont 3 personnalités que des gens disent oui, mais c'est bien fait, tant mieux, parce que c'est des antisémites, c'est des nazis, etc. Encore une fois, on est devant cette radicalité. Et souvent d'ailleurs, c'est des propos qui sont tenus par des gens qui n'ont jamais lu, qui n'ont jamais écouté, qui n'ont jamais exploiter ou explorer leurs idéologies, leurs propos, leurs analyses, etc. Alors on peut être d'accord ou pas d'accord avec ces gens-là sur certains points. Moi personnellement je ne suis pas totalement d'accord sur cette focalisation qu'ont certains d'entre eux par rapport à la communauté juive, même s'ils se défendent évidemment d'attaquer les juifs en général, mais plutôt les sionistes, mais dans un certain nombre d'analyses liées à des événements sociopolitiques, géopolitiques, etc., je suis désolé, c'est quand même des gens qui soulèvent des bonnes questions et qui ont parfois des analyses tout à fait pertinentes. Mais justement, ce sont des gens qui, de par leur capacité, de par leur culture et leur connaissance, dérangent considérablement, parce que ce sont des gens qui sont de plus en plus suivi. Donc pour terminer sur cette thématique de la radicalité, malheureusement aussi on joue le fait que lorsque vous avez des gens qui tiennent ce genre de propos en face de vous, vous-même, vous n'osez pas rétorquer, vous-même n'osez pas relever le propos, parce que peut-être parce que vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas les éléments de réflexion, les éléments pour contredire un petit peu le propos, mais comme je vous l'ai dit, je vous ai donné déjà des éléments assez intéressants concernant les gens qui ont une opinion très radicale par rapport à des personnages historiques, de bien leur rappeler qu'attention, qu'ils font de la décontextualisation, c'est-à-dire qu'ils appliquent des valeurs contemporaines à des personnages historiques pour justifier et légitimer leur opinion sur ces gens. Ce qui est
ce qui est une forme de déstructuration finalement, de déconstruction de l'histoire, c'est-à-dire qu'on déconstruit le contexte, la situation, la période, les cultures, la situation géopolitique, économique de ces périodes, pour tout simplement faire de la déconstruction et voire même de l'anachronisme historique par rapport à l'opinion qui est émise par ces personnes dans leur radicalité, et même des fois de vouloir nous convaincre qu'ils ont totalement raison. Ce qui n'a pas de sens, ce qui est complètement ridicule, et ne sert absolument pas du tout à leurs propos, et leur fait passer plus souvent d'ailleurs pour être des ridicules, et les faire passer limite auprès de gens qui ont quand même un minimum de conscience, un minimum de compétences et un minimum de connaissances historiques pour des révisionnistes, purement et simplement. Même si, encore une fois, j'insiste bien sur ce fait, c'est que l'histoire n'est pas définie de façon absolue, qu'elle est relatée, qu'elle est écrite par des gens qui eux-mêmes parfois peuvent faire valoir une position, une vision des choses, tout en omettant parfois certains détails qui peuvent changer toute la perception de la façon dont les personnages, dont la façon des situations, dont la façon dont s'est déroulée finalement l'histoire. Et vous verrez d'ailleurs que concernant l'Union européenne, je vous dirai certaines choses, vous apprendrez certaines choses assez intéressantes à savoir, mais aussi pour savoir aussi à prendre du recul justement sur ce que je viens de vous dire, sur comment on écrit l'histoire, comment l'histoire s'écrit. Elle s'écrit parfois dépendant des idéologies, parfois de certains historiens qui préfèrent porter l'accent sur certains faits au détriment d'autres, pour avoir une perception un peu plus objective, mais plutôt une perception très partiale finalement sur la façon de relater l'histoire. Peut-être que certains d'entre vous sont des férus d'histoire. Si vous avez des auteurs historiques que vous considérez comme étant des gens objectifs, des gens qui présentent du factuel sans faire de l'idéologie, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner les noms de ces auteurs pour aider ceux qui voudraient enrichir leurs connaissances historiques sur les périodes qui les intéressent. Personnellement, j'ai redécouvert récemment Guillemin qui était un historien qui faisait pas mal d'émissions de télévision, etc. Si vous avez l'occasion, regardez sur YouTube. Il y a une vidéo qui est très intéressante sur le fascisme. Je crois que c'est le fascisme qu'il a fait, où il décortique un peu l'évolution, et que finalement on se rend compte que même en France, dans les années 20, dans les années 30, il y a eu des mouvances qui pouvaient très bien s'assimiler à des mouvances qui ont été celles après du nazisme dans les années 30, même plus tôt, dans les années 20, mais que, en effet, des idéologies même antisémites, très assumées, se sont développées en France, et que pendant la période, évidemment, d'occupation, il y en a quand même qui se sont frottés bien les mains, parce que idéologiquement, ça correspondait tout à fait à ce que Adolf Hitler avait réussi à imposer à l'Allemagne avec le mouvement nazi. Enfin voilà, c'est un petit exemple qui permet de voir que dans le détail, les choses sont jamais simples, que malheureusement on a laissé depuis ces 50 dernières années une façon de généraliser, une façon de synthétiser les choses, mais la synthétisation de l'histoire, elle dépend aussi malheureusement de ce qui est au pouvoir politique, au pouvoir idéologique par complaisance. On le voit bien aujourd'hui, je suis certain que si je suivais un cours d'histoire aujourd'hui, comparativement à mes cours d'histoire que j'avais quand j'étais dans le collège dans les années 80, je me rendrais compte que les discours sont complètement différents, c'est-à-dire la présentation, la narration, la synthèse qui est faite sur le plan de certains événements historiques est complètement différente, parce que malheureusement, encore une fois de plus, des idéologies se sont incrémentées dans la façon d'éduquer nos enfants, dans leur façon de leur donner du savoir, de la connaissance et de la culture, malheureusement. Et ça, que voulez-vous, je pense que c'est même générationnel finalement. Peut-être que nous, par rapport à nos grands-parents considéraient qu'on était peut-être déjà assez affaiblis sur le plan intellectuel par rapport à ce qu'eux, ils avaient connu. Mais voilà, c'est
après on débarque sur le sujet des conflits générationnels. Voilà, trois informations qui me paraissaient importantes à vous donner pour cette vidéo rapido qui finalement va durer je ne sais pas combien de temps, mais peut-être un peu 1 heure, c'est toujours plus long. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous souhaite de vous porter bien, portez les masques, soyez prudents, et à très bientôt.